Bonjour à tous. Mais en fait, non, on n'est pas dimanche, on est lundi. J'ai enfin quelques jours de congé. Mais vous savez, moi, je prends toujours mon ordinateur, je prends ma petite tablette connectée pour aider, pour aider les étudiants, parce qu'apparemment, il y a quand même eu pas mal de demandes, même pendant les congés de Pâques. Mais je suis toujours très, très, très contente de vous aider. Et alors, en fait, ici où je suis, il fait très très beau, il fait soleil, il fait chaud, et donc après, je vais aller prendre l'apéro. Mais ici, dans cette pièce, j'ai tiré les rideaux pour que vous voyez bien mon petit écran. Et alors, vous n'êtes pas obligé à chaque fois quand vous écoutez cette vidéo, d'écouter tout mon blablatage. Je vais mettre en dessous de la vidéo, dans les commentaires, je vais mettre à quel moment, à quelle minute je parle d'une certaine chose. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aider Martin. Martin, il doit comprendre la fiscalité. Vous avez vu ici, c'est un dossier sur la fiscalité. C'est la fiscalité en Belgique, mais je pense qu'il y a énormément de similarités. Mais ici, quand même, on parle de la fiscalité belge. Ici, au-dessus, vous voyez qu'en fait, j'ai mis un lien vers une vidéo que j'ai déjà faite avant, qui s'appelle Fiche de paye simple. Je vais faire, en fait, vous voyez ici, je l'ai marqué que si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez regarder cette vidéo. Mais pour l'instant, vous pouvez juste oublier ça. Nous allons parler de la fiscalité. Je vais connecter mon petit, tableau connecté pour que je puisse écrire. Mais ici, vous voyez tout ce dont je vais parler et tous les termes que vous devez comprendre. Donc, vous voyez d'abord, dans un premier point, on va parler de l'impôt. Qui doit payer, c'est quoi les principes, etc., les types d'impôts. Puis, on va parler de, ça veut dire quoi être assujetti. Après, on va parler de l'IPP, qu'on aura déjà expliqué ici ce que c'est. Donc, c'est en fait l'impôt des personnes physiques, mais on va expliquer l'IPP, comment ça fonctionne. Après, nous allons parler un peu de la taxe communale. Après, de la déclaration fiscale, parce que tout le monde doit faire une déclaration une fois par an, tout le monde. Après, j'ai un point sur c'est quoi en fait les limites et dérives de l'imposition, donc les impôts ou l'imposition, est-ce que c'est toujours bien? Est-ce qu'il y a des gens qui en profitent, etc. Donc, on va parler un peu de ça. Et alors, je vais aussi parler, j'avais d'abord pensé de faire une autre vidéo, mais je pense que je vais tout mettre dans une vidéo, simplement indiquer les minutes, quand je parle d'un certain sujet. Et donc, dernier point, les droits de succession. Quand vous recevez un héritage, vous devez aussi payer des impôts. Ok, donc ça c'est tout le schéma. Si vous voulez, vous pouvez me demander ce petit tableau ou bien vous prenez une photo. Mais je vais maintenant connecter mon petit tableau qui se trouve ici. Voilà, ok. Voilà, on y est. J'espère que vous voyez bien ce qui se passe sur mon écran. Alors, donc, la première chose dont nous allons parler, c'est l'impôt. Impôt, et j'écris simplement, voilà, oui, vous voyez tout juste, vous voyez tout juste ce que j'écris. Ok, parfait. Alors, l'impôt en Belgique, vous avez déjà entendu parler, tout le monde doit payer des impôts, on paye beaucoup d'impôts, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Et alors, en fait, la première chose qu'on va se poser, c'est qui doit payer les impôts en Belgique? Ce sont toutes les personnes qui vivent dans le pays, donc qui vivent en Belgique, et qui ont des revenus. Donc, on doit payer l'impôt sur les revenus. Et donc, revenus, par après, on va revenir là-dessus, mais donc, quand je fais qui c'est, donc, habite en Belgique, ça c'est une première chose, et
deuxièmement, qui ont des revenus. Et vous allez voir que, parce que revenus, donc des revenus, il y a des gens qui pensent juste à, ben, j'ai un salaire parce que je travaille, hein, j'ai un salaire, mais parfois vous êtes propriétaire d'une maison, vous la louez, donc vous recevez les loyers. Ça peut être, vous avez investi dans quelque chose et vous recevez des intérêts, etc. Donc voilà, revenu, ça veut dire tout ce qui rentre, tout l'argent qui rentre, Donc voilà, ça c'est ce que c'est des revenus. Alors ça c'est qui paye? Donc une personne qui habite en Belgique et qui a des revenus. Ok. Parce que si vous n'avez pas de revenus, si par exemple vous avez 12 ans et vous ne travaillez pas encore, ben, vous ne devez pas payer d'impôts, d'accord? Alors, par qui, ou on peut dire à qui, hein, on doit payer les impôts, ou par qui les impôts sont demandés, ben, c'est toujours par une autorité publique. Une autorité publique, donc ça veut dire le gouvernement, les ministères, d'accord? Donc pas une entreprise privée. Une autorité publique, ça veut dire pas privé. Ça va? Donc si maintenant, je ne sais pas, j'ai pas trouvé un exemple, désolé ma tête est un peu vide, mais donc ce n'est pas à une entreprise privée, c'est demandé par une autorité publique, par un gouvernement, un ministère ou une commune, etc. J'espère que c'est clair. Désolé que j'ai bugué un tout petit peu. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit payer des impôts? Pourquoi? Et donc, on va voir, bon, on va après voir qu'il y a deux sortes d'impôts directs et indirects, hein, vous allez comprendre, mais donc, on va dire que, sans que vous compreniez peut-être déjà ce que c'est des impôts directs, mais donc des impôts directs, ben, ça c'est pour payer les services d'utilité générale. Hein. C'est quoi les services d'utilité générale? C'est par exemple les écoles, donc l'éducation. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Les services, je vais d'abord écrire d'utilité générale. Utilité générale. Donc, ça veut dire oui, les écoles, l'armée, on doit payer nos ministres avec ça, on doit payer les routes, voilà, tout le fonctionnement du pays. Et donc, ce sont des services d'utilité générale. Donc, on paye les impôts pour payer ça. Mais il y a aussi des impôts indirects, hein, on va voir après ce que c'est. Et ça, par exemple, on peut penser à ce qu'on paye comme impôt sur des cigarettes, par exemple. Et donc, là, ça peut être, l'objectif peut être, donc, par exemple, la dissuasion, donc essayer de décourager la dissuasion de consommation, par exemple. Dissuasion, oh là là, j'ai difficile aujourd'hui, hein. De la consommation. Par exemple, je vais rendre les impôts sur les alcools plus élevés pour que les gens ne boivent pas trop, ou je vais dissuasion de la consommation. Oh là 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 là. Consommation. Je me demande si je ne dois pas vraiment prendre des congés parce que là, je suis en train de bugger. Ok, donc par exemple, fumer moins, boire moins d'alcool, etc. Donc il y a, ça c'est le pourquoi, ou ce sont les objectifs. Donc par exemple, décourager la consommation d'alcool et de tabac. Ou une autre chose, ça peut être aussi faire payer des grandes fortunes en mettant des taxes sur la fortune, etc. etc. Ok. Donc d'un côté, payer les services et de l'autre côté, augmenter certains impôts pour la dissuasion. Ok. Voilà, je pense que ça, c'est déjà très, très important. Alors, on peut dire qu'il y a 3 principes du droit fiscal.
Et quand je parle du droit, ça ne veut pas spécialement dire moi j'ai le droit de. Le droit, ça veut dire tout ce qui est la législation. D'accord? Donc 3 principes du droit fiscal. Donc, du droit fiscal, voilà. Et c'est quoi en fait les 3 principes de, on va dire, la fiscalité? D'abord, le premier principe, c'est la légalité. Et la légalité, ça veut dire quoi? Ça doit être écrit dans une loi. Donc, ça doit être écrit dans une loi, sinon, voilà, ce n'est pas le droit fiscal. On doit écrire dans une loi comment on va récolter les impôts, d'accord? Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle annualité. Et l'annualité, vous voyez le mot année dedans, hein, annualité, ça veut dire que les règles sont toujours votées pour un an. On ne peut pas juste dire au milieu de l'année, ah mais non, en fait on va changer, maintenant on va taxer un peu plus, un peu moins. Non, c'est toujours, les règles sont votées par an. D'accord? Et alors, un troisième principe, c'est que l'impôt doit être juste. Oui, je sais que là, je m'attends à beaucoup de réactions, mais juste, ça veut dire quoi? Ça doit vraiment correspondre à ce que les services coûtent, et tout ça coûte. Hein? Je ne peux pas dire je vais payer à un certain ministère 1 million, mais je vais quand même demander au peuple 2 millions. D'accord? Donc, ça doit être juste, ça doit correspondre à l'argent que l'État dépense pour ses services. Donc, j'espère que ces 3 choses sont claires. OK. Alors, avant de vous expliquer les 2 types, hein, parce que 2 types d'impôts, avant de vous expliquer 2 types d'impôts, je veux quand même encore faire une petite remarque. Et je vais la mettre ici. Donc, attention, la sécurité sociale, donc ce qu'on paye pour la sécurité sociale, on appelle ça aussi des cotisations. Donc, ce que je paye, ce sont des cotisations de la sécurité sociale. Ça, ce ne sont pas des impôts. La sécurité sociale, c'est aussi, tout le monde doit payer la sécurité sociale, mais si vous travaillez pour un patron, on l'a déjà enlevé avant de vous verser le salaire. Et donc, cette sécurité sociale, elle est déduite de votre salaire brut. Et ça sert à quoi? Ça, la sécurité sociale, ça c'est pour payer quand vous êtes au chômage, quand vous êtes malade, quand vous avez besoin d'un petit salaire parce que vous n'avez plus de job à cause du Covid. Voilà. Donc, ça c'est la sécurité sociale. Ça, c'est un peu sécuriser vos revenus. D'accord? Donc, ça, c'est tout à fait autre chose et n'oubliez pas ça. D'accord? Voilà. Donc, je mets ça un peu entre parenthèses. Ça, on n'appelle pas ça des impôts. Ça, ce sont les cotisations de la sécurité sociale. OK. Mais donc, on retourne aux impôts. Et on a donc 2 types d'impôts. Et à mon avis, je ne vais pas pouvoir tout mettre ici, mais on a donc des impôts directs. Hein. L'impôt est direct ou indirect. D'accord? Direct. Et je pense que je vais quand même essayer de mettre les impôts directs ici. Et donc, on en a 4. Hein. Donc, il y a 4, on va dire, abréviations que vous devez connaître. 1, 2, 3, 4. Hein. Et direct, ça veut dire, voilà, vous payez ça directement, vous payez ça directement à l'État. Je pense que vous allez comprendre la signification de direct une fois que on a expliqué indirect, d'accord? Direct, c'est, ok, je dois payer autant d'impôts, je verse ça tout de suite à l'État. Ou bien déjà, à l'avance, on le déduit de mon salaire, ou bien par après, je dois rajouter. D'accord? Ok, alors, quels sont les
les impôts directs quel, on va dire, système différent il existe. D'abord, je commence par l'IPP. IPP, c'est impôt, I, évidemment, c'est impôt des personnes physiques. Une personne physique, c'est quoi? C'est une vraie personne. C'est une personne, c'est toi Martin, c'est moi, c'est... Voilà. Donc, les personnes physiques, et ça, c'est donc chaque personne qui habite en Belgique et qui a des revenus. Parce que si vous n'avez pas de revenus, vous ne devez pas payer des impôts. Donc, ça, c'est ce que la plupart des gens payent. OK. Alors, il y a aussi l'ISOC. ISOC, évidemment, le I, c'est de nouveau impôt. Et ça, c'est l'impôt des sociétés, ISOC. Et l'impôt des sociétés, en fait, qui doit payer ça? Ce sont des personnes morales. Et avant de continuer ma définition, je veux quand même bien insister sur le fait qu'ici, nous avons IPP, nous avons des personnes physiques. Ça veut dire que c'est physiquement toi. Mais quand on a une société, souvent dans la société, on est une personne morale. Et ça veut dire que vous êtes responsable dans une certaine mesure, mais pas totalement. Donc si, par exemple, l'entreprise fait faillite, vous n'êtes pas totalement responsable. Ça dépend un peu de la société, mais je ne sais pas, j'espère que vous avez déjà vu, sinon je peux toujours faire une vidéo là-dessus, entre la personne physique et la personne morale, mais pour un peu donner une définition un peu brève, on peut dire qu'une personne morale, c'est quelqu'un qui fait partie d'une société, qui est donc, voilà, qui possède ou qui copossède une société, d'accord? C'est un peu un raccourci, demandez-moi si vous avez besoin de plus d'informations. Mais donc, l'ISOC qui paye ça, ce sont des personnes morales sociétaires, sociétaires ça veut dire qui ont une société, en Belgique. Et pourquoi je dis sociétaire? Parce que vous allez voir que on va aussi avoir non sociétaire ici, le prochain. Hein? Donc ici, sociétaire, ça veut dire, voilà, j'ai une vraie société. Et souvent, qu'est-ce qui est la différence entre sociétaire et non sociétaire? Souvent, ici, c'est une entreprise qui a une activité lucrative. Et vous devez absolument connaître le mot lucratif ou lucrative. Ça veut dire quoi? Le but, c'est de faire des bénéfices. Le but, c'est de gagner de l'argent. D'accord? Donc, si vous payez l'ISOC, vous avez une société et le but est vraiment de gagner de l'argent. D'accord? Ok. J'espère que ça, c'est clair. Et donc, en fait, je peux dire plus ou moins que les personnes morales payent 25% d'impôts sur le bénéfice net de leur entreprise. D'accord? Donc, d'abord, ils gagnent de l'argent, ils déduisent d'abord des frais, leur voiture, tout ce qu'ils ont acheté, blablabla, et ce qui reste net, là-dessus, le bénéfice net, il paye 25%. OK. Alors, troisième impôt direct, c'est l'IPM. L'IPM, donc, qui paye ça? Ce sont des personnes morales, hein, donc de nouveau, ils ont une société, personnes morales, hein, non sociétaires. Pourquoi on dit non sociétaire? Parce que l'activité est principalement non lucrative. Alors, le but n'est pas, lucrative. Alors, c'est quoi? C'est surtout, par exemple, des ASBL. Hein? Donc, moi, par exemple, j'ai créé une petite société, une ASBL, pour toutes les activités que je fais ici sur YouTube, etc., pour aider les gens. Et donc, le but n'est pas du tout de faire de l'argent, de gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas le but. Le premier but, je ne dis pas que je ne vais pas
accepter l'argent que je reçois parce que je vais l'utiliser, mais le but n'est pas de faire de l'argent, c'est juste, le but est de fonctionner et d'aider les gens, d'accord? Et donc ici, au numéro 3, on a surtout les ASBL, donc les personnes morales non sociétaires, et donc l'activité principale et non lucrative. Pourquoi je dis principale? Parce que par exemple, moi, j'ai parlé avec ma comptable, et elle m'a dit, ah oui, mais vous vendez aussi des t-shirts. Ah oui, bon, si c'est un produit de publicité, là, vous devez quand même payer des impôts dessus, etc. Donc voilà, c'est un peu plus complexe que ça, mais quand même que vous compreniez que l'activité est principalement non lucrative. D'accord? Et alors, on arrive à la dernière catégorie, INR, donc c'est l'impôt des non-résidents. Ben, les non-résidents, ben, le mot le dit, ce sont des gens qui n'habitent pas en Belgique, mais par exemple, je connais quelqu'un qui est pensionné, qui est parti habiter au Portugal, mais cette personne a encore une maison en Belgique, et cette personne loue cette maison en Belgique, donc il y a quand même encore un loyer qu'il reçoit. Sa pension, comme il est belge, il a toujours habité en Belgique, il reçoit aussi sa pension en Belgique. Voilà, d'accord. Et donc, cette personne est quand même encore taxée en Belgique, doit encore payer des impôts en Belgique, d'accord? Mais donc, c'est un impôt des non-résidents, d'accord? Et donc, ça peut être des loyers, des pensions, ou parfois, c'est aussi pour une durée limitée. Par exemple, si maintenant, vous dites, OK, je vais aller faire mes études en Angleterre, et là, je vais avoir un petit job d'étudiant, ben voilà, où vous allez rester là, etc. Donc, quand c'est limité dans le temps, ben, ça aussi, c'est taxé comme INR. D'accord? Bon. Après, je vais donner un peu plus d'informations parce qu'ici, j'ai dit pour l'ISOC, c'est 25%. Les autres ici, 3, 4, je pense que vous ne devez pas connaître pour l'instant, pour le moment, mais l'IPP, je donnerai encore un peu plus d'informations après. Ok, donc j'espère que jusqu'à présent, vous avez bien compris. Je vais effacer mon petit tableau. On est maintenant à l'impôt indirect. D'accord? Indirect. Donc, souvenez-vous, on avait deux types, l'impôt direct et l'impôt indirect. Et l'impôt indirect, c'est souvent sur la consommation. Enfin, la consommation, ça veut dire quoi? Tout ce que vous achetez. Consommation. Vous allez faire vos courses chez Colruyt, au Carrefour, chez Deleuze, je ne sais pas où. Vous allez prendre un verre, vous allez aller au restaurant, vous allez commander quelque chose en ligne, vous allez acheter une maison, un appartement, etc., etc. Donc, indirect, c'est surtout sur la consommation. D'accord? Et alors, on a différents types d'impôts indirects. Et de nouveau, ici, moi, je vais parler de 4 exemples d'impôts indirects. OK. Et les 4 exemples sont quoi? Donc, d'abord, 1, je vais parler de la TVA. Après, je vais parler des droits de douane. Donc, ça, c'est droits de douane. Vous achetez quelque chose dans un autre pays en dehors de l'Union européenne. Voilà, il y a des droits de douane. Heureusement, aujourd'hui, en Europe même, il n'y en a plus. Avant, il y avait des postes de douane partout, mais maintenant, dans l'Union européenne, il n'y en a plus. Et alors, on a les droits d'accise. Et numéro 4, je vais parler des droits d'enregistrement. OK. Alors, j'imagine non, je ne peux pas écrire aujourd'hui et écrire en même temps. Enregistrement. Voilà. Désolée. Ma tête est un peu en vacances. Alors, on commence par la TVA. TVA veut dire taxe
sur la valeur ajoutée. Ça, c'est TVA. Ok, très souvent, si vous êtes maintenant pardon, un particulier, donc quelqu'un qui n'est pas indépendant, ben, vous ne voyez pas vraiment cette TVA. Elle est dans le prix de ce que vous achetez. Mais moi, par exemple, comme je suis indépendante et j'achète quelque chose, ben, je vais demander une facture à mon nom et je vais, par exemple, acheter, je vais dire, un produit de nettoyage de mon local. Ben, je vais voir que ben, le produit, peut-être, il coûte 20 €. Hein, donc, il y a marqué alors prix de base, par exemple. Oh là 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 là, prix de base. Et puis, je vais voir sur mon ticket, ben, qui est en fait une facture, je vais voir qu'il y a un montant de TVA. Et puis, je vais avoir la totalité. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est indépendant, ça vaut la peine de demander une fois une facture. Mais vous avez sûrement déjà vu des factures. Je barre ça, voilà. Ok, mais vous avez compris l'idée. Quand on demande une facture en tant qu'indépendant, ben, la TVA est spécifiée. Et donc, ça peut être un bien que tu achètes. Donc, je peux demander une facture pour quelque chose de réel, donc un bien, hein, une bouteille de nettoyant. Mais ça peut être aussi un service. Hein, je peux demander à quelqu'un, est-ce que tu peux m'expliquer un tout petit peu comment je peux faire un peu plus de public relations pour mon entreprise, et donc c'est possible que ce soit des services. Mais on paye la TVA. Et qui paye la TVA pardon, en fin de compte, ben, c'est le consommateur final. Ok, alors, donc, je peux avoir la TVA sur des biens ou des services, et donc, ça dépend combien de pourcentage je vais payer. En général, on paye souvent 21%, mais pour certaines choses, c'est 12%, pour encore d'autres, c'est 6%. Et même pour les journaux, etc., c'est 0%. Je sais que quand je fais des travaux dans ma maison qui est plus vieille que 20 ans, je ne paye que 6%, etc. Donc ça dépend. Et on voit ça bien sur la facture. Ok. Ça, c'est donc la TVA, c'est un impôt indirect. Alors, deuxième élément, ce sont les droits de douane. Et c'est quoi ça? Ce sont les droits à l'importation. Et donc, les pourcentages peuvent être très, très différents. Donc, je paye d'abord donc les droits à l'importation. Hein, par exemple, si, je me rappelle, mon fils, il avait acheté quelque chose, je pense, un clavier d'ordinateur aux États-Unis, ben, il a été bien étonné parce que d'abord, il a payé les droits à l'importation. Puis, il y a quand même quelqu'un qui doit faire ce dédouanement, donc réceptionner son clavier quelque part dans le port d'Anvers ou je ne sais pas où. Donc, il faut aussi encore payer les frais de dédouanement parce que quelqu'un doit payer les personnes qui le font. Après, donc, souvent, on a aussi encore des frais d'envoi hein, parce que le transporteur doit être payé. On n'oublie pas que la TVA dont j'ai parlé avant, on doit aussi la payer. Et donc, on voit finalement, et je sais que mon fils, il était très, très surpris, parce que normalement, il achète en dehors de l'Union européenne, que quand ça vient d'un autre continent, et ça dépend quel produit c'est, il y a parfois, vraiment, les droits de douane sont parfois des impôts qui sont très élevés. D'accord? Ok. Pourquoi, on peut donc dire, pourquoi est-ce que un pays, comme par exemple la Belgique, dit que on doit payer des droits de douane sur des produits qui viennent des États-Unis? Souvent, c'est pour encourager les gens à acheter des produits de chez nous. Acheter un fromage de chez nous, c'est peut-être pas un bon exemple, mais peut-être on peut essayer d'encourager d'acheter des produits informatiques belges. Hein, et c'est pour ça que peut-être on va taxer un peu plus les produits qui viennent d'autres continents, des États-Unis, parfois de la Chine, d'autres endroits, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est pourquoi, c'est pour encourager la vente de nos produits à nous.
Ok, alors on a les droits d'accise. Et les droits d'accise, c'est souvent sur la consommation de boissons alcoolisées, donc alcool et tabac. Ça va? Accise, alcool et tabac. Ok, donc on peut dire que parfois sur des alcools, on a parfois en Belgique des accises qui sont très très élevées, et vous avez sûrement déjà entendu des gens qui habitent près de la frontière française ou luxembourgeoise, quand les accises sur l'alcool augmentent, ils vont aller acheter leurs produits dans un autre pays où c'est beaucoup moins. D'accord? Même chose pour les cigarettes, les grands fumeurs, parfois ils se déplacent et ils achètent énormément de tabac dans un autre pays qui a beaucoup moins d'accises. Et donc, on n'oublie pas, quand on achète alors l'alcool et du tabac, on a d'abord le prix de base, hein, le prix de ce que ça coûte. Puis, on a des accises, mais on n'oublie pas qu'on a aussi la TVA. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Hein, d'accord? Donc, on a et des accises et la TVA. D'accord? Ok, et alors, le dernier impôt indirect, ce sont les droits d'enregistrement. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quand on achète un bien, donc une maison, un appartement, un terrain, maison, un appartement, etc. Donc, je ne dois pas... voilà, ok. Et donc, ça dépend aussi où on l'achète. Par exemple, moi, j'ai acheté mon bureau à Bruxelles. Et à Bruxelles, les droits d'enregistrement sont de 12,5%. Donc, ça veut dire, attention, si vous voyez maintenant, ah, mais en fait, je peux acheter quelque chose pas trop cher, 100 000 euros. Bon, c'est fictif, parce que je ne sais pas si on peut acheter quelque chose à 100 000 euros à Bruxelles, mais bon, 100 000 euros, ah oui, mais je ne dois pas oublier de rajouter les 12,5%. D'accord? Donc ça, je dois rajouter. Donc ça veut dire que je vais devoir rajouter ici 12 500. Donc ça va être, voilà. Donc au lieu de 100 000 euros, je vais payer 112 500 euros. Hein, ça fait quand même une différence de 12 500 euros. D'accord? Donc on n'oublie pas ça. Ça, ce sont donc 4 exemples d'impôts indirects. Maintenant, ce que je veux vous expliquer un peu, c'est le mot ou le terme assujetti. En fait, ce n'est pas très très difficile parce qu'assujetti, ça veut dire je suis sujet à quelque chose. Donc, je suis soumis à quelque chose. Et ici, donc, assujetti, ça veut dire, moi, je suis soumise, parce que je suis une femme, à l'impôt. Je peux être assujetti à l'impôt. Je peux être assujetti à la TVA. Mais donc, ici, on peut dire que, parce qu'on parle d'impôt, je suis soumis à l'impôt sur les revenus. D'accord? Ok. Alors, qui est donc assujetti? Qui est soumis à l'impôt? En fait, donc, il faut résider en Belgique. Parce qu'on a vu avant que on a d'autres règles si on est des non-résidents. Donc, voilà, donc l'impôt belge, c'est surtout, donc c'est résider en Belgique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis une personne physique, là, donc, ça veut dire que je dois avoir mon domicile en Belgique. Ça veut dire ça, domicile. Je suis domicilié en Belgique, donc je réside officiellement en Belgique, d'accord? Alors, si
j'ai une société. Ça veut dire quoi résider en Belgique si j'ai une société? Ben, ça veut dire que le siège social, là où l'entreprise est officiellement, le siège social est en Belgique. D'accord? On sait aussi qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont un peu chipoté avec ça. Moi, je me rappelle que j'avais des clients finlandais qui finalement ont dit « Ah oui, mais on va avoir notre siège social en Irlande. » Parce qu'en Irlande, il y avait à ce moment-là des impôts beaucoup plus intéressants pour les sociétés. Voilà, et donc, parfois, le siège social bouge, et vous avez déjà entendu que dans certains pays, il n'y a que des boîtes aux lettres. Seulement, uniquement une boîte aux lettres, et officiellement, le siège social est là, mais effectivement, voilà, l'entreprise est ailleurs, d'accord? Et ça, c'est pour éviter des impôts, mais ça, c'est une autre question. Je sais aussi que, je pense que le G20, c'est donc les 20 pays les plus, je ne sais pas très bien ce qu'on peut dire, les plus importants, les plus grands, qui ont décidé ensemble. Donc, ils ont trouvé un accord pour les multinationales qui souvent donc, ont des boîtes aux lettres dans certains pays. Ben, ils se sont mis d'accord d'imposer au moins les multinationales de 15% sur leurs bénéfices. Et multinationales, ça veut dire, je pense, au moins 20 milliards de chiffre d'affaires, je pense, je ne sais pas exactement, ça vous pouvez vérifier, mais donc ils se sont mis d'accord que ces multinationales doivent payer minimum 15% sur le bénéfice de leur entreprise. Ok, j'espère que ça c'est clair. Alors, maintenant je vais revenir sur l'IPP. Vous vous rappelez, c'est un impôt direct, un impôt des personnes physiques. Donc sûrement vos parents, s'ils ne sont pas indépendants, ils doivent payer l'IPP. Et qu'est-ce qu'on doit savoir? D'abord que c'est progressif. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est progressif? Progressif, ça veut dire que plus on gagne, plus on paye. Ça veut dire, par exemple, sur une première tranche, par exemple, je ne paye que 25%, mais au-delà d'un certain montant, je suis dans une autre tranche, je vais peut-être payer 35%, et sur une autre tranche, peut-être 45%, et je pense que ça va jusqu'à 50%. Mais donc, c'est par tranche que je paye, donc on appelle ça progressif. Donc, quand on a un petit salaire, il est plutôt taxé à 25%. Quand j'ai un très grand salaire, il est plutôt taxé à 50%. Mais donc par tranche, par tranche. C'est important. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que, par exemple, les gens qui ont les plus gros salaires payent 50% sur la totalité. C'est par tranche. Ok. Ça, c'est une chose. Ça, je dois retenir. Un deuxième élément, je l'écris ici pour avoir un peu plus de place. Vous devez savoir ce que c'est la quotité exemptée d'impôt. Lisez bien ce qu'il y a écrit, parce que souvent la réponse se trouve dans le mot. La quotité, donc c'est la partie qui est exemptée, donc la partie sur laquelle on ne doit pas payer d'impôt. Et en Belgique, normalement, ce minimum imposable est de 9 050 €. Donc, ça veut dire que sur les premiers 9 050 € que vous gagnez, vous ne devez rien payer. D'accord? Ça, on appelle la quotité exemptée d'impôt. Maintenant, parfois, il y a des gens qui ont encore plus d'avantages, par exemple, selon les enfants à charge qu'on a, si on a à charge un enfant handicapé, etc., etc. Donc, parfois, il y a des gens qui, par exemple, ne payent pas d'impôt sur la première, sur les 12 000, etc., etc. D'accord? Donc, ça peut encore dépendre, mais ça, c'est donc ce qu'on appelle le minimum imposable. En dessous de ça,
on ne paye pas d'impôts, ce n'est pas imposable. Ok, alors, autre chose que je dois dire, je vais l'écrire ici, c'est que, donc, sur quel revenu on doit payer? Oh là 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 là, ça recommence. Quel revenu? Ou bien on peut dire aussi quelle est la nature des revenus. C'est quoi? C'est quel revenu? J'en ai déjà parlé un tout petit peu, mais maintenant je vais donc mettre ça quand même un peu plus clair. Alors, d'abord, on paye sur le salaire qu'on gagne quand on a un job et on appelle ça, on paye sur l'activité professionnelle. On paye sur l'activité professionnelle. Et donc, quand je travaille pour un patron, ben, ce patron, il va payer mon salaire, mais il va déjà à l'avance déduire un peu d'impôt pour ne pas trop payer à la fin. Donc déjà, il déduit à l'avance, c'est l'employeur qui le fait. Et comment est-ce qu'on appelle ça, ce qu'on paye déjà à l'avance, mais donc ce que votre employeur enlève pour vous, souvent vous ne le voyez pas, sauf si vous allez regarder donc votre fiche de paye dans l'autre vidéo que j'ai faite, mais on appelle ça le précompte professionnel. Et donc, c'est quoi le précompte professionnel? C'est une sorte d'acompte que je paye déjà, qu'on retire déjà de mon salaire pour les impôts. On fait une estimation et on retire déjà une partie. Ça va? Bon, pour les indépendants, ils reçoivent tout l'argent. Il n'y a personne, ils n'ont pas de patron qui peut déjà enlever un précompte professionnel. Mais qu'est-ce que les indépendants ils font? Et moi, je suis indépendante, donc je le sais. Donc, je fais déjà ce qu'on appelle des versements anticipés. Des versements anticipés, donc, ça veut dire que à l'avance, je me dis, je vais peut-être gagner autant, donc je dois déjà verser autant aux impôts. Pourquoi? Parce que si je le fais après, je paye comme un pourcentage de retard. Donc, les versements anticipés, on fait ça souvent via sa banque, et c'est plus intéressant de payer donc à l'avance, comme les salariés font en précompte professionnel, pour ne pas avoir à payer après un pourcentage de pénalité. J'espère que ça c'est clair. Et donc, vous pouvez regarder aussi ma vidéo sur la fiche de paye, où vous voyez un tout petit peu comment se présente une fiche de paye et qu'est-ce qui se trouve dedans. D'accord? Parce que bon, normalement, les indépendants, ils n'ont pas de fiche de paye. Mais quand vous avez un salaire, vous travaillez pour un patron, il y a des fiches de paye. Peut-être que vous pouvez une fois demander à vos parents s'ils veulent bien montrer leur fiche de paye, à quoi ça ressemble. OK. Donc, ça, ce sont des revenus de notre activité professionnelle. Alors, on a aussi, par exemple, des loyers. Je donne un loyer. J'ai une maison où je n'habite pas et et je reçois un loyer. Et ça, on appelle ça des revenus immobiliers. Immobilier, pourquoi? La maison ne peut pas bouger. Immobilier. Revenus immobiliers. Sur un terrain, sur une maison. Voilà. OK? Donc, j'ai aussi des revenus immobiliers. Ne pensez pas que si vous habitez vous-même dans la maison et vous ne vous payez pas un loyer à vous-même, vous devez aussi payer. Vous recevez aussi cette grosse facture une fois par an et ça s'appelle le précompte immobilier. Beaucoup de gens appellent ça le cadastre. Le précompte immobilier, donc c'est aussi quelque chose que je paye immobilier, pour des biens que j'habite dedans ou pas, je dois payer un précompte immobilier. Et souvent, les gens, on les entend dire « Ah, j'ai reçu le paiement du cadastre. » D'accord? OK. Comment est-ce qu'on calcule ce précompte immobilier? Ça dépend dans quelle région vous habitez. Ça dépend dans quelle agglomération, dans quelle commune. Si vous voyez un jour donc cette facture ou cette
extrait que vous recevez du précompte immobilier, vous pouvez le demander à vos parents ou quelqu'un que vous connaissez, vous allez voir qu'il y a marqué dessus région, agglomération, commune, etc. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Ok, et alors, troisième revenu, eh bien ça, on appelle ça, par exemple, quand on fait des placements, oh, j'ai reçu beaucoup d'argent, je vais faire des investissements, des placements, comme on dit, hein, des placements, des bons de caisse et je ne sais pas quoi, eh bien là-dessus, on paye aussi et ça, on appelle, donc ce sont des revenus mobiliers. Ben, pourquoi? Parce qu'ils peuvent bouger, hein, ils sont mobiles si vous voulez, mobiliers. Et donc là-dessus, oui, vous avez bien deviné, vous allez payer un précompte mobilier. Logique, hein? Donc vous payez aussi dessus, mobilier. Et si je ne me trompe pas, c'est de l'ordre de 30%. Voilà, je pense. Mais donc, vous payez sur tout. Hein, vous voyez? Donc, pas oublier que quand donc, vous payez vos impôts, n'oubliez pas, ce n'est pas juste votre salaire, c'est aussi d'autres revenus comme des loyers ou des placements d'argent que vous avez faits. Alors, on doit dire quand même qu'en Belgique, on est connu pour être très taxé justement sur les salaires. Ça, le travail, tout le monde en est d'accord. Je pense qu'en Europe, on est presque le plus élevé. C'est vrai qu'une fois, sur les fortunes, on est peut-être moins taxé. Donc, les riches vont plutôt venir habiter ici. Mais sur le salaire, donc sur le travail, on est très taxé en Belgique. D'accord? Mes clients scandinaves me le disent souvent, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on paye des taxes sur le travail. Ok, ça c'est bien. Je dois de nouveau effacer mon petit tableau. Voilà, et maintenant, j'aimerais encore vous parler un peu de la taxe communale. La taxe communale, le mot le dit, c'est donc la commune qui a aussi des taxes. Et donc, ce sont des taxes qui sont additionnelles, qui se rajoutent à l'IPP. Donc, c'est encore une taxe supplémentaire à l'IPP. Et donc, pour vous donner un exemple de taxe communale, c'est par exemple la taxe de circulation. Donc, vous savez que circulation, vous savez que quand vous avez une voiture, une fois par an, vous recevez aussi comme un extrait de compte, vous devez donc payer une fois par an la taxe de circulation. Et je pense quand même, j'ai oublié un tout petit peu, mais je pense quand même que c'est minimum plus ou moins 300 €. Je peux me tromper, mais c'est quand même aussi voilà, encore de l'argent à payer. Alors, pourquoi est-ce que les communes ont aussi des taxes? C'est très logique, parce qu'ils ont aussi besoin de couvrir les dépenses de la commune. Parce que, par exemple, certaines routes, certains endroits sont entretenus par la commune, d'autres par les régions, etc. Mais la commune a aussi besoin de rentrée d'argent pour pouvoir fonctionner. Et donc, pour couvrir les dépenses de la commune. D'accord? Ok, je ne vais pas dire plus pour les taxes communales, mais j'aimerais maintenant vous parler un peu de la déclaration fiscale. La déclaration fiscale. Donc, vous recevez, ou vos parents reçoivent une fois par an une grosse enveloppe. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup qui se fait en ligne par Tax on Web. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Tax on Web. Voilà, donc c'est la déclaration justement par une plateforme. Bref, mais normalement, vous recevez aussi dans votre boîte aux lettres une grosse enveloppe brune avec un gros formulaire que vous devez remplir. Parfois, c'est votre comptable, parfois c'est vous-même. Bref, ok.
Et dans cette déclaration fiscale, il y a deux parties. Il y a d'abord une partie pour l'IPP, donc impôt des personnes physiques. Beaucoup de gens, donc quand on n'est pas indépendant, on travaille pour un patron, bon, donc on va remplir l'IPP. Et il y a aussi une deuxième partie, et ça, vous allez voir, c'est pour les administrateurs et les associés d'une société. Ou de sociétés au pluriel. Donc voilà. Donc quand vous faites partie d'une société, vous êtes administrateur ou associé, vous devez aussi payer, remplir cette deuxième partie. Et donc c'est aussi pour les indépendants. Mais ça dépend un peu, indépendant. Parce que par exemple, quand on est indépendant en tant que personne physique, ben, on a une déclaration. D'accord ? Si on est, par exemple, imaginons, vous êtes associé d'une SRL, mais vous êtes gestionnaire de cette SRL et vous recevez chaque mois une fiche de paye, comme si vous travaillez, vous, pour votre propre SRL, ben, alors la fiche de paye, ben, elle fait partie de ceci. Et l'impôt des sociétés fait partie de la deuxième partie, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous devez en savoir plus, mais en tout cas, il y a deux parties. Et alors, quand est-ce qu'on reçoit ça? Je sais que on doit la remplir avant juin. Donc, je pense qu'on reçoit cette grosse enveloppe au printemps. Donc, il faut la remplir avant juin. Moi, c'est ma comptable qui le fait, donc normalement, elle peut le faire un peu plus tard en septembre, mais en général, donc les personnes qui ne sont pas indépendantes, ils doivent le remplir avant juin. Et avant juin, mais pour quelle période? C'est pour l'année janvier-décembre avant. Donc ça veut dire qu'avant juin 2022, vous devez donc donner toutes les informations de janvier à décembre 2021. Comprenez ça, hein? Donc maintenant, on va donner toutes les informations de l'année qui a écoulé, donc l'année 2021, d'accord? Quoi d'autre? Donc, vous faites cette déclaration, vous l'envoyez à la bonne adresse avant juin, et quelques mois après, vous allez recevoir une sorte de décompte et vous allez savoir si vous devez payer encore plus, donc si vous avez un montant à payer, ou si vous allez être remboursé et que vous avez payé de trop. Et ça, c'est toujours la grosse crainte. Oui, l'enveloppe arrive, est-ce que je vais être remboursé ou est-ce que je vais devoir payer? D'accord? Ok. Et alors, un dernier morceau sur l'impôt, c'est donc les limites et dérives de l'imposition, donc de l'impôt. Dérives de l'impôt. Parce qu'on peut dire, ah oui, mais c'est un bon système, on reçoit des impôts, tout le monde paye sa part, et comme ça, on peut bien s'occuper du pays. Oui, alors là-dedans, il y a deux choses que je dois dire. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Laffer. On parle de la courbe de Laffer. Qu'est-ce qu'il a dit? On peut demander de plus en plus d'impôts, mais à un certain moment, on ne peut plus augmenter parce que les gens vont être découragés de payer de plus en plus, de payer des impôts. Donc, il y a vraiment un maximum, un pourcentage maximum. Parce que si on continue à taxer, les gens vont être découragés, ne vont plus vouloir travailler et se contenter du chômage ou je ne sais pas quoi. Donc, il dit qu'il y a quelque part un plafond au-dessus duquel l'impôt n'est plus intéressant. Et il dit, si on garde un certain niveau, c'est très bien parce que là, il y a de plus en plus de gens qui vont être encouragés de travailler. Même si on le met un tout petit peu plus bas, de plus en plus de gens vont être encouragés de travailler et de ne pas payer beaucoup. Et comme il y a plus de gens qui travaillent, on va avoir plus d'impôts. On peut dire que, bon, l'idée est bonne, mais ça n'a pas tout à fait fonctionné.
Bon, c'est comme ça. Alors, deuxième chose, c'est que tout ça, c'est très bien, payer l'impôt, mais il y a énormément de fraude. La fraude fiscale. Et la fraude fiscale, c'est quoi? C'est que je ne paye pas d'impôts ou pas la totalité des impôts. Je suis un électricien, je travaille officiellement pour quelques clients, mais les clients privés, je vais les faire payer au noir. Comme ça, moi, je ne dois pas payer des impôts dessus. Donc ça, c'est un exemple de fraude. C'est donc ne pas payer tous ces impôts et ça s'appelle la fraude fiscale. Maintenant, on va dire, oh là là, fraude fiscale. Maintenant, on va dire que des grosses entreprises, qu'est-ce qu'ils font aussi? C'est de l'évasion fiscale. Et ça, c'est quoi l'évasion fiscale? C'est que, oh mon Dieu, fiscal. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est que on dit évasion, on dit parfois aussi optimalisation fiscale. Ça veut dire je vais essayer de déplacer mon patrimoine à l'étranger dans un pays où je paye moins d'impôts ou pas d'impôts. Je vais rendre ça très très opaque, qu'on ne voit pas très bien que j'ai juste sorti tout mon argent du pays, etc. Donc il y a beaucoup d'exemples et vous avez sûrement déjà entendu parler de paradis fiscaux où les grosses fortunes mettent leur argent pour éviter de payer des grands taux d'impôts. Mais le problème, évidemment, c'est que si les riches ne payent pas d'impôts, ceux qui payent l'impôt et qui restent dans le pays vont devoir payer beaucoup plus. Il paraît qu'il y a des milliards et des milliards qui se trouvent dans des paradis fiscaux et que c'est très, très difficile très difficile de les faire payer. Qu'il y a tellement de constructions avec des avocats, etc., spécialisés, des financiers spécialisés, que c'est très difficile de les faire payer. Voilà. Est-ce que je dois dire encore quelque chose? Oui, je veux aussi encore parler de la fraude sociale. Et la fraude sociale, ça c'est quoi? C'est donc on ne paye pas la sécurité sociale. Je vois que je vais devoir brancher mon ordinateur pour que parce qu'il n'a plus de batterie. Voilà. Ok, on va le brancher pour ne pas... Donc, la fraude fiscale, la fraude sociale, ça veut dire qu'on ne paye pas la sécurité sociale. Donc, ça veut dire aussi, c'est le travail au noir. C'est par exemple des entreprises qui engagent des ouvriers qui travaillent au noir. D'accord? Au noir. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on ne paye pas la sécurité sociale, ni non plus les impôts. Donc, c'est fraude fiscale et sociale. J'espère que ça, c'est clair. Donc, ici, je vais encore parler dans un dernier point, les droits de succession. Est-ce que vous savez ce que c'est, les droits de succession? Ça, c'est en fait quand on hérite quelque chose de ses parents ou de quelqu'un d'autre. Les droits de succession. Et donc, c'est quoi les droits de succession? C'est un impôt que l'héritier doit payer sur son héritage. Donc, tu hérites quelque chose, tu reçois quelque chose de tes parents, de ton oncle, de ta tante, de je ne sais pas qui, vous devez payer dessus. Et donc, c'est ça la définition, si on veut savoir c'est quoi les droits de succession. Donc, c'est un impôt que l'héritier doit payer sur l'héritage. OK. Alors, on peut parler des tarifs. Quels sont les tarifs? Combien est-ce qu'on doit payer? En fait, ce n'est pas une matière fédérale, donc qui est décidée par le pays, mais c'est décidé par les régions. Et donc, ça veut dire que c'est différent selon que vous habitez en région wallonne, en région bruxelloise ou en région flamande. Donc, ça dépend.
vous pouvez vérifier les taux à payer selon la région. Mais donc, d'abord, c'est la région, et donc la région de la personne qui est morte, hein, donc, où la personne habitait. Donc, on peut dire selon le domicile du défunt. Le défunt, c'est celui qui est mort, d'accord? Ça, c'est un critère. Et donc, son domicile se trouve Wallonie, Bruxelles ou Flandre, et voilà, il y a un taux différent. Ok, mais il y a aussi selon le montant. Selon le montant, et souvenez-vous, hein, donc comme les impôts, comme l'IPP, ben, on paye par tranche, hein, donc par montant. Si on dépasse un certain montant, le pourcentage devient plus élevé, etc. Donc ça dépend du montant, mais ça dépend aussi du lien que vous aviez avec la personne. Si vous avez ce qu'on appelle en ligne directe, ou ses frères ou sœurs, enfin, donc ligne directe, les parents, frères et sœurs, etc., alors vous payez moins. Si c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, juste un ami qui dit « Oh, mais tu es très chouette, je te laisse un montant », vous devez payer beaucoup plus. Ok? Et alors, on peut se poser beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements. Et ici, donc, je ne vais pas vous donner des réponses, ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que vraiment, c'est un bon système d'hériter de ses parents et de payer donc moins quand on est très proche de la personne, donc quand on est enfant, ou voilà, est-ce que on doit s'enrichir par les parents? Donc notre richesse est décidée par nos parents. Et donc là, on peut donc parler d'une société d'héritiers. Hein. Donc les riches, ce sont ceux qui ont hérité le plus. Ou est-ce que on doit aller plus vers une méritocratie? Et c'est quoi une méritocratie? Ben, c'est donc les gens qui le méritent qui gagnent de l'argent, c'est-à-dire je gagne énormément par mon salaire, mais pas par les parents. Donc si ce n'est pas par les parents, ben, les droits de succession devraient être très très élevés. Ou bien est-ce que, voilà, et alors on est dans une méritocratie. Ou est-ce qu'on se dit non, 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 pas de méritocratie. Moi je trouve que mes parents ont travaillé, c'est moi qui veux hériter, alors on a une société d'héritiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que il y a donc des économistes qui ont vu que déjà, les gens les plus riches d'aujourd'hui, ce sont des gens qui étaient des familles qui étaient déjà riches au Moyen-Âge. C'est incroyable ça, non? Vous ne trouvez pas? Donc, ce sont les familles qui sont encore les plus riches. D'accord? Ok, est-ce que je veux dire encore autre chose? Oui, ce que je veux dire aussi encore, c'est que aujourd'hui, on hérite plus qu'avant. Donc, on hérite plus, hein, ça c'est un fait, c'est pas moi qui dis ça, on hérite plus. Pourquoi? Parce que, comme la société est vieillissante, il y a beaucoup plus de vieux, s'il y a beaucoup plus de vieux, il y a beaucoup plus de gens qui meurent, il y a beaucoup plus d'argent qui est hérité. Donc, on peut dire qu'on a une population vieillissante. D'accord? Vieillissante. OK. Donc, il y a plus d'argent qui est hérité. Alors, on peut dire aussi que le patrimoine, la valeur du patrimoine, donc de tout ce qu'on a, on peut dire le patrimoine a augmenté par rapport à 1990. Le patrimoine a augmenté par rapport à 1990. OK.
Ok, ça c'est deux choses qu'on peut dire. Est-ce que je peux encore expliquer que, en fait, c'est seulement après la Révolution française qu'on a commencé à réglementer les héritages par la loi. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est réglementé par la loi. Est-ce que l'héritage corrige les inégalités? Non, pas du tout. Les inégalités restent. Si j'ai des parents riches, ben je reste plus riche. Ça dépend de la famille où je suis née. Et donc, en plus de ça, les riches souvent se marient entre eux. Donc, les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. Et donc, l'héritage ne corrige pas les inégalités. Okay? Donc, à vous de décider si vous pensez qu'on doit augmenter les taxes sur l'héritage ou pas du tout. D'accord? Une toute dernière chose, c'est la donation. Et la donation, c'est quoi? Ben, au lieu d'attendre, je vais peut-être souligner ça et ça, au lieu d'attendre la mort, par exemple, des parents, parfois, il y a des parents qui transmettent déjà leur patrimoine à leurs enfants de leur vivant. Et donc, pas seulement entre parents et enfants, mais parfois les oncles et les tantes peuvent faire ça ou d'autres personnes. Mais on peut déjà transmettre son patrimoine de son vivant. Et donc, la donation, c'est ça. C'est transmettre son patrimoine de son vivant. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on peut transmettre? Ben, on peut transmettre les biens immobiliers, hein, et vous savez ce que c'est immobilier, c'est quelque chose qui ne bouge pas, hein, immobilier, donc des bâtiments, des terrains, voilà. Là, quand ce sont des biens immobiliers, attention, c'est toujours devant un notaire. Il faut un notaire, on doit le faire devant un notaire. On doit payer les droits de donation, hein, donc ça existe aussi, il faut en payer. Mais les droits de donation sont moins élevés que les droits de succession, donc c'est plus intéressant de donner de son vivant. Donc les droits de donation dépendent de nouveau de la région, du montant et du lien parenté, d'accord? Comme les droits de succession. Et donc, comme j'ai dit, ils sont quand même moins chers. Alors, je peux aussi donner les biens mobiliers. Les biens mobiliers, on dit aussi des biens meubles. Donc, ça veut dire que tout ce qui est mobile, qui peut bouger, c'est par exemple de l'argent ou des bijoux de valeur ou autre chose. Ça, on n'est pas obligé de le faire devant un notaire. On peut le faire de main à main, comme on dit. Hein, donc, pas devant un notaire. D'accord? La personne qui a donné ne peut pas mourir avant 3 ans, parce que si la personne meurt en durant les 3 ans, ben, on paye quand même les droits de succession, parce que sinon on pouvait dire « Ah oui, mon père est en train de mourir, il va vite encore donner ». Non, il doit encore rester en vie pendant 3 ans, sinon ce sont les droits de succession d'office. Et si on veut, on peut enregistrer. On peut enregistrer si on veut. Et alors, enregistrer. Et alors, quand c'est enregistré, je pense que c'est 3% si vous héritez en ligne directe, donc ça veut dire parents, frères, sœurs, etc. Ou 7% quand c'est pas en ligne directe pour toute autre personne. Voilà, c'est une grosse tartine. Voilà, bonne chance. Posez-moi des questions si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires et j'essaierai de vous répondre. Et vous voyez, je ne sais même plus écrire mon adresse mail convenablement. Voilà, ma tête est en congé. Maybe Miss A can help you @gmail.com. Merci beaucoup.